La table, l'âne et le bâton magique de Louis Bernstein. Dans une petite ville vivait un honnête tailleur avec sa famille qui se composait du père, de la mère et de 3 fils. Ces derniers n'étaient pas nommés par leur nom de baptême, ni par leurs parents, ni par les habitants de la ville, mais on les appelait le long, le large, le niais. Le long devint un menuisier, le large un meunier, et le niais un ébéniste. Lorsque le long sortit d'apprentissage, on lui fit ses malles pour l'envoyer à l'étranger, et le jeune homme s'en alla joyeusement à grands pas par la porte de sa petite ville natale. Il marcha longtemps d'un endroit à l'autre sans pouvoir trouver de travail. Sa bourse de voyage, déjà assez mince, tirait à sa fin, et il n'avait en perspective ni gain ni travail d'aucune sorte. Alors il devint triste et s'en fut doucement la tête basse. La route qu'il suivait le conduisit par une forêt calme et belle, et il y cheminait depuis quelque temps lorsqu'il rencontra un petit homme rondelet qui le salua d'un air amical, s'arrêta et lui demanda « Eh bien, jeune homme, où allez-vous ? Vous avez l'air bien triste. Qu'y a-t-il donc ?»« C'est le travail qui me manque, » dit le long avec franchise. « Voilà tout le secret de ma tristesse. J'ai marché longtemps, je n'ai plus d'argent. »« Quel métier savez-vous ? » demanda le petit homme. « Je suis menuisier. »« Oh, alors venez avec moi, » s'écria le nain tout joyeux. « Je vais vous donner de l'ouvrage. Je demeure dans cette forêt-ci. »« Oui, oui, venez toujours. Vous verrez mon logis tout à l'heure. » À 100 pas de là, tout au plus, le long vit une belle maison entourée de sapins comme d'un rempart. Et à l'entrée, il y avait 2 pins gigantesques, pareils à 2 sentinelles. Le petit homme fit entrer notre apprenti menuisier, qui perdit vite sa tristesse et pénétra dans la chambre du maître de la maison, la mine gaie et épanouie. « Sois le bienvenu » dit une vieille petite femme en sortant de son coin derrière le poêle et en s'approchant du long pour le débarrasser de sa valise. Le maître du logis prolongea longtemps dans la soirée la causerie avec son nouvel aide, et la petite vieille servit des mets et ajouta une cruche de quelque chose qui valait mieux que de l'eau ou de la bière. Le jeune menuisier se plaisait très bien chez son maître. Il n'avait pas trop à faire, travaillait activement et se comportait en tout comme il faut, en brave et honnête homme, sans donner prise à aucune plainte. Mais au bout de quelques mois, le petit homme lui dit « Cher ami, je ne puis te garder plus longtemps, je suis forcé de te donner congé, et comme je ne puis récompenser ton travail avec de l'or, je veux te donner un beau souvenir qui te sera plus utile que de l'or et de l'argent. » En disant cela, il lui tendit une petite table charmante et continua en ces termes. « Aussi souvent que tu dresseras devant toi la table que voici, en répétant 3 fois « Table, couvre-toi », elle te présentera tous les mets et toutes les boissons que tu pourras désirer pour ton repas. Et maintenant, Dieu te garde, et songe à ton vieux maître. » Le long quitta l'atelier à contre-cœur, triste et gai en même temps. Il prit la table merveilleuse des mains du maître et s'en retourna dans son pays, après l'avoir 1000 et 1000 fois remercié. En route, la table lui offrit ses riches dons aussi souvent qu'il prononça la formule. Alors surgissaient les mets les plus exquis, les vins les plus fins. Les nappes étaient superbes et le couvert en argent. Naturellement, le long tenait sa table pour un grand trésor, et dans la dernière auberge où il passa, il la confia à l'aubergiste pour la lui garder. Mais, comme il n'avait rien mangé dans l'auberge, et qu'il s'était enfermé avec sa table, l'hôte avait regardé par un trou à travers la porte, et il avait découvert le mystère de la table. Il fut donc enchanté d'avoir à la garder, et se réjouit fort des qualités charmantes qu'elle avait. Il goûta un dîner superbe à la petite table,
et songea au meilleur moyen de se l'approprier. Et se rappelant qu'il en avait une pareille, bien que ce ne fût pas une table couvre-toit, le fripon d'aubergiste cacha la vraie et rendit l'autre au menuisier, qui s'en chargea gaiement pour regagner la maison paternelle. Il embrassa avec joie tous les siens et découvrit à son père quelle qualité magnifique possédait la petite table. Le père en doutait fortement, mais le fils la mit devant lui et dit par 3 fois « Table, couvre-toi !» Elle ne se couvrit pas du tout, et l'honnête tailleur dit à son fils « Gros Jean, va, as-tu été si longtemps à l'étranger pour te moquer de ton père? Allons, tâche qu'on ne rit pas de toi. » Le long ne savait pas ce qui était advenu à sa table. Il essaya de toutes les façons, mais elle ne se couvrit pas davantage, et le long fut obligé de reprendre le rabot de menuisier et de travailler à la sueur de son front. Pendant ce temps, le meunier sortit d'apprentissage à son tour et partit pour l'étranger, et il arriva qu'il prit le même chemin que son frère et qu'il y rencontra le même petit homme et fut de même accepté pour ouvrier. Mais la maison de la forêt était maintenant un moulin. Lorsque le jeune meunier y eut travaillé quelque temps, comme un brave et honnête garçon, le maître du moulin lui donna, en guise de souvenir, un lion de meunier et lui dit « Au moment de nous séparer l'un de l'autre, prends ce petit cadeau qui te vaudra mieux que de l'or et de l'argent avec lesquels je ne puis te payer le prix de ton travail. Chaque fois que tu diras à l'âne que voici « Ah non, étends-toi », il éternuera des ducats. » Plus souvent que le long n'avait jamais dit en route à sa table « Table, couvre-toi », le large disait maintenant « Ah non, étends-toi ». Et l'âne s'étendait alors et laissait tomber les pièces d'or qui faisaient un cliquetis incessant. C'était chose remarquable que ces pièces d'or. Mais le meunier entra aussi dans l'auberge de l'hôte trompeur et voleur. Il fit mettre le couvert et préparer un repas pour lui et pour tous ceux qui voulurent y prendre part. Et quand l'hôte demanda de l'argent, « Attendez un instant, dit-il, je vais en chercher. » Il prit la nappe, alla dans l'écurie, la déploya sur la paille et dit « Ah non, étends-toi !» Alors l'âne s'étendit et éternua des ducats qui tombèrent en résonnant sur la nappe. Mais l'aubergiste se tenait à la porte, regardant par un trou, et garda bonne note de cette affaire. Le lendemain, il y avait toujours un âne, mais ce n'était pas le vrai. Et le meunier, montant dessus sans arrière-pensée, retourna ainsi au logis. Lorsqu'il arriva chez son père, il raconta son bonheur à tous les siens et dit, lorsqu'ils entourèrent son âne, « Ah non, étends-toi !» L'âne étranger s'étendit en effet, mais ce qu'il laissait tomber n'était rien moins que des pièces d'or. Tous ceux à qui le meunier avait voulu montrer ce secret se moquèrent de lui. Il battit furieusement le pauvre âne, mais impossible de faire sortir une seule pièce d'or de sa peau, et le large fut obligé de travailler de rechef comme son frère. Une année s'était écoulée ainsi. Le niais sortit d'apprentissage et s'en alla à l'étranger comme un brave compagnon ébéniste qu'il était. Il prit exprès le même chemin que ses frères, désirant beaucoup rencontrer le petit homme chez qui ils avaient trouvé du travail, qui savait, à ce que disaient les 2 frères, aussi bien tous les métiers que les sciences et les arts, et qui leur avait fait de si beaux cadeaux. Il arriva enfin dans la même forêt, trouva la demeure du petit homme, qui le prit chez lui parce qu'il le connaissait pour un ouvrier appliqué. Et quelques mois après, le petit homme dit de nouveau « Je ne puis te garder plus longtemps, je te donne ton congé. » Au moment des adieux, il ajouta « Je te donnerais volontiers un souvenir comme à tes frères, mais à quoi cela te servirait-il, puisqu'ils t'appellent le niais? Ton frère le long et ton frère le large ont perdu leur cadeau par leur niaiserie. Que t'arrivera-t-il donc à toi? Mais prends toujours ce simple sac, il te sera utile. Aussi souvent que tu diras
bâton hors du sac, aussi souvent un gros bâton bien taillé en sortira pour te secourir et t'aider, et ne cessera de frapper que lorsque tu diras « Bâton, vite dans le sac !» L'ébéniste remercia beaucoup le petit homme et s'en fut avec son petit sac. Et pendant longtemps il n'eut pas besoin de son secours, tout le monde le laissant marcher en repos parce qu'il s'en allait gaiement et tranquillement. Quelquefois seulement il donna à goûter du bâton à un archer de l'Écuelle ou aux chiens des villages qui sortent de toutes les maisons pour grogner après les voyageurs. Il atteignit enfin cette auberge où l'hôte voleur avait pris leurs biens à ses deux frères. Le fripon menait maintenant joyeuse vie et se trouvait fort riche, mais il avait toujours envie de dérober quelque chose aux voyageurs. En se couchant, l'ébéniste donna son sac à l'aubergiste et l'avertit de ne pas lui dire « Bâton, hors du sac !» car il pourrait bien lui arriver d'en recevoir quelque chose. Mais la petite table et l'ânon plaisaient tellement à l'aubergiste qu'il était en goût de s'emparer d'une troisième chose merveilleuse. À peine eut-il la patience d'attendre que son hôte se fût couché pour dire « Bâton, hors du sac !» Aussitôt le bâton de sortir et de battre le roulement sur le dos de l'aubergiste, et de lui faire de tels bleus et de tels noirs que le misérable hôte courut réveiller l'ébéniste en hurlant de douleur. Celui-ci lui dit « C'est bien fait, aubergiste, je t'ai averti. Tu as volé à mes frères la table couvre-toi et l'ânon est en toi. » L'aubergiste cria « À l'aide, pour l'amour de Dieu, je me meurs !» car le bâton lui retombait toujours sur le dos. « Je consens à tout rendre, table et âne. Ah, je succombe, je me meurs !» Alors l'ébéniste commanda « Bâton, vite dans le sac !» Et immédiatement le bâton rentra dans le sac. L'aubergiste fut bien content de s'en tirer au moins la vie sauve et abandonna volontiers la table et l'âne. Puis l'ébéniste boucla sa valise, monta sur l'âne et s'en fut dans son pays. La joie de ses frères fut grande à la vue de leurs cadeaux qui faisaient merveille maintenant aussi bien que jadis, et qu'avait reconquis leur frère, celui qu'ils appelaient toujours le niais et qui s'était montré plus fin qu'eux. Et les trois frères restèrent près de leurs parents, et ils n'eurent plus besoin de travailler pour gagner leur pain quotidien, car de tout ce que peut désirer le cœur de l'homme, ils avaient plus qu'il ne leur fallait.